Bon, alors, la suite du cours, on discutait le problème des transports membranaires. Avec, a priori, on a discuté les protéines qui interviennent dans le processus de la diffusion facilitée. Et cette diffusion facilitée est assurée par un certain nombre de protéines. On a parlé des canaux ioniques, on a parlé des canaux calciques, des canaux sodium, des canaux chlore, et maintenant on est arrivé à une protéine activée par des nucléotides. Ce sont des canaux par où transitent à la fois le sodium et le calcium. Donc, vous pouvez toujours essayer de comprendre que les canaux activés par des seconds messagers, exemple l'AMP cyclique, ou des canaux activés par des nucléotides. Alors, ces canaux activés par des nucléotides, c'est l'exemple d'un nucléotide sur le GMP cyclique. Alors, le GMP cyclique a pour rôle, il est synthétisé à l'intérieur de la cellule, il a pour rôle de faire entrer le calcium et le sodium à travers un canal GMP cyclique dépendant. Ça signifie que lorsque le GMP cyclique existe à une très forte concentration dans la cellule, il se fixe sur ce canal, il l'ouvre et le calcium entre, le sodium entre selon le gradient électrochimique. Alors l'augmentation des charges positives à l'intérieur de la cellule va provoquer une dépolarisation, ça veut dire une activation. Alors comment le GMP cyclique il est synthétisé? Il est synthétisé donc dans la cellule, mais le problème c'est que le GMP cyclique peut être détruit. Il peut être détruit par un enzyme membranaire, c'est les phosphodiestyrases. Cette phosphodiesterase transforme le GMP cyclique en GMP. Donc, la quantité de GMP cyclique dans la cellule peut diminuer. Il est assuré grâce à un récepteur, à cet domaine transmembranaire. Ce récepteur, donc avec une fonction amine extracellulaire, une fonction carboxylique intracellulaire, cet domaine transmembranaire, c'est le type de récepteur qui existe en très grande quantité au niveau de nos cellules. Donc dans l'organisme, la plus grande quantité de récepteurs qui existent au niveau des cellules, c'est des récepteurs à cet domaine transmembranaire. Alors on va l'appeler le récepteur, c'est une protéine, on appelle un récepteur protéine G. Alors qu'est-ce que ça veut dire récepteur protéine G? Il est associé à une protéine qu'on appelle la protéine G. Alors cette protéine G, elle a trois éléments. Je passe en mode réduit. Je vais expliquer un peu comment ça travaille, comment la protéine G fonctionne. Alors, au repos, lorsque la cellule se trouve au repos, la protéine G est sous forme trimérique. Unité alpha. Unité bêta, c'est une protéine beaucoup plus petite. Et une autre qui est encore beaucoup plus petite, c'est la protéine gamma. Alors, au repos, c'est-à-dire lorsque la cellule est au repos, cette protéine G, qui est trimérique, alors trimérique, ça veut dire trois éléments. Trimérique. Trois éléments. Au repos, il fixe le GDP. Alors le GDP, donc vous avez fait ça en biochimie, vous savez ce que c'est un nucléotide. Et lorsque cette protéine est activée, alors il est activé par quoi? Lorsque le récepteur, ici c'est le récepteur à cet domaine transmembranaire, et fixe l'agoniste. Alors qu'est-ce que c'est qu'un agoniste? C'est un ligand. Un ligand, ça peut être une substance pharmacologique, ça peut être un neurotransmetteur,
Mais dans ce cas du GTP, vous avez vu que c'est l'effet des photons. Alors les photons vont agir sur le récepteur, c'est de la lumière. Alors lorsque donc le récepteur est activé par un agoniste, l'élément le plus important qui doit exister dans la cellule, c'est le GTP, donc en présence du GTP dans la cellule. Alors la protéine G va changer de conformation. Il va changer de conformation, on aura donc la partie alpha va s'y dissocier avec bêta et gamma. Donc on aura deux éléments, la protéine alpha et la protéine bêta reste collée à la protéine gamma. Alors il a fait quoi? Donc ne pas oublier que le GTP a remplacé le GDP. Donc ça c'est le GTP. Et ça lorsque, bien sûr, lorsque la protéine est activée, c'est la forme activée de la protéine. Donc la protéine est activée et vous voyez que alpha se dissocie de l'unité bêta-gamma et c'est alpha qui va agir sur l'effecteur. Il va agir sur l'effecteur, donc là 2F, hein, effecteur. C'est l'unité alpha de la protéine G qui va agir sur l'effecteur. Alors, donc, on a la forme activée et la forme au repos. Au repos, la protéine G est trimérique. Lorsque le récepteur est activé par un ligand, par un agoniste, par un ligand, la protéine alpha se dissocie de bêta et gamma et c'est alpha qui va agir sur l'effecteur. Alors, c'est quoi l'effecteur? Donc on va effacer. On va effacer. Donc voilà. Et voilà l'effecteur. Les différents effecteurs des récepteurs. Ça peut être donc effecteur. Et il y en a beaucoup d'effecteurs. Donc on va mettre au pluriel. L'effecteur, ça peut être un enzyme. Par exemple, la dinylate cyclase. Alors la dinylate. Un dinylate cyclase, ou ça peut être phosphodiesterase. Et phosphodiesterase, alors dans le schéma d'avant, les phosphodiestérases, ce sont des enzymes qui dégradent le GMP cyclique. Donc ça peut être soit un enzyme, une adényle cyclase, ou bien une phospholipase, ou bien, pardon, une phosphodiestérase, ou ça peut être une PLC. Alors, ce sont les phospholipases. Phospholipases. Voilà. Ça peut être donc soit une adényle cyclase, soit une phospholipase, soit une phosphodiesterase, soit une PLC, une phospholipase. Alors, c'est ça l'effecteur de ce récepteur. Mais ça peut être aussi, tout simplement, un canal ionique. C'est-à-dire cette protéine G, la protéine G, va agir sur l'effecteur. L'effecteur, ça peut être soit un enzyme, soit un canal ionique. C'est-à-dire que la protéine G agit directement sur le canal ionique. Ici, la protéine G agit sur un enzyme. Alors l'enzyme, ça peut être soit une adényle cyclase, soit phosphodiesterase, soit une phospholipase C. Voilà, donc on va prendre l'exemple, par exemple, de l'adénylate cyclase. Alors, lorsque donc le récepteur fixe son agoniste, la protéine G va agir, par exemple, sur l'adénylate cyclase. Alors, comment il va agir sur l'adénylate cyclase? Il peut, donc, si je fais le récepteur à cet domaine transmembranaire, voilà 7, donc extérieur intracellulaire. Alors, la protéine G va agir sur, il va activer l'adénylate cyclase. Lorsqu'il active l'adénylate cyclase, qui se trouve au niveau membranaire, cette adénylate cyclase va transformer dans la cellule l'ATP pour donner l'AMP cyclique. Donc, lorsque le récepteur fixe son agoniste,
c'est-à-dire une substance pharmacologique, ou bien ici, simplement la lumière. Hein? Dans l'exemple que je vous ai donné, la lumière. La protéine G va agir sur la dinécyclase. On va donc l'appeler une protéine GS. Ça veut dire qu'elle va stimuler la dinécyclase, ce qui contribue à la transformation de l'ATP en AMP cyclique. Le résultat, c'est que lorsque vous avez une augmentation de l'AMP cyclique dans la cellule, ça provoque une phosphorylation des protéines. La phosphorylation des protéines, c'est-à-dire l'augmentation de l'activité de la cellule, c'est une stimulation. L'activité de la cellule augmente parce que vous avez une phosphorylation. Alors, si la protéine G, ici, qui est associée au récepteur, est une protéine GI, inhibitrice, il va agir sur la dinécyclase, mais il va l'inhiber. Il va inhiber la dinécyclase. Et au lieu qu'on a la réaction ATP de l'AMP cyclique, on aura l'AMP cyclique qui va donner l'ATP, c'est-à-dire une diminution de taux d'AMP cyclique dans la cellule. Alors la diminution de l'AMP cyclique dans la cellule est une déphosphorylation. Phosphorylation, donc la déphosphorylation des protéines. Alors c'est une inhibition. La cellule est inhibée. Alors si c'est une contraction, la contraction diminue. Si c'est une sécrétion, la sécrétion diminue. Donc, si on a une protéine GS, on a augmentation de l'activité. Donc tout dépend de ce qui existe au niveau des récepteurs. Si le récepteur est un récepteur activateur, il va mobiliser la protéine GS et donc on aura une stimulation. Si au contraire le récepteur est associé à une protéine GI, GI va provoquer une déphosphorylation, on aura donc une inhibition. Voilà donc le premier cas où on a la dinécyclase comme effecteur. Alors dans le cas où on a le temps que je prends mon stylo, dans le cas où on a une phospholipase. Alors la phospholipase, donc on a toujours la protéine, donc le récepteur, 7 domaines transmembranaires, voilà, donc 7 domaines transmembranaires, et ce récepteur est associé à une protéine G qui va agir sur la membrane, il ne va pas agir sur l'effecteur ici, si l'effecteur est par exemple, les lipides membranaires, les PIP2. Alors, c'est quoi le PIP2? C'est le phosphatidyle, inositol, diphosphate. Alors, c'est le PIP2, phosphatidyle, inositol, diphosphate, 2 phosphates. Alors, cette protéine G, on va l'appeler la protéine G0, parce que, pour la différencier de la GI et de la GI qui agit sur la dinécyclase. Alors, le PIP2 va être métabolisé pour donner une molécule qui va diffuser dans le cytoplasme. Il va donner l'IP3. Alors, l'IP3, c'est quoi? Alors, IP3, c'est l'inositol, donc triphosphate. Pour simplifier, on va l'appeler triphosphate. C'est 1,3 normalement, 1,3 triphosphate et tout ça, mais triphosphate, c'est l'inositol, c'est une petite molécule soluble dans l'eau, donc dans le cytoplasme. Et ce IP3 va agir sur le réticulum endoplasmique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le réticulum endoplasmique ou sarcoplasmique quand vous parlez du muscle? Il n'y a que du calcium. Il y a beaucoup de calcium dans le réticulum endoplasmique. Donc, cette molécule IP3 se fixe sur le réticulum à l'intérieur de la cellule et il va libérer une grande quantité du calcium dans la cellule. Alors, l'augmentation du calcium dans la cellule est une activation. Toujours, lorsque vous avez l'effecteur, c'est une protéine G0, et l'effecteur, ce sont les lipides membranaires qui vont donner l'IP3. Vous avez automatiquement, alors G0 agit, j'ai oublié de vous dire que
le G0 intervient par l'intermédiaire d'une protéine, par l'intermédiaire d'un enzyme spécifique, c'est la phospholipase. Donc on va mettre ici une phospholipase. Alors cette phospholipase, la PLC, va agir sur les phosphatidylinositol. Il va les métaboliser, il va les casser pour donner une molécule beaucoup plus petite, c'est l'IP3. Et l'IP3, c'est un stimulateur de la libération du calcium, donc augmente le calcium dans la cellule. Donc lorsqu'on a une phospholipase, on a toujours une activation, donc toujours activation de la cellule. Contrairement à l'adénocyclase, ça peut être activé, phosphorylation, ou inhibé, déphosphorylation. Donc voilà le deuxième type de récepteurs, disons, qui agissent par l'effecteur phospholipase. Et il nous reste encore le schéma, le troisième schéma, où on a le récepteur à cet domaine membranaire, puis vous avez une protéine G qui va agir directement. Il ne va pas faire agir les enzymes, il n'y a pas d'enzyme ici, pas d'enzyme, simplement la protéine G agit directement sur le canal ionique. Donc un canal ionique, donc vous pouvez ici avoir, soit quand il s'agit d'un canal ionique, par exemple si vous avez un canal ionique chlore qui va faire entrer le chlore, vous avez inhibition, parce qu'on sait que l'entrée du chlore va hyperpolariser la cellule, et on a une inhibition. Alors, si au contraire le sodium entre, par exemple si c'est le sodium qui entre, on aura une activation, puisque ce sont des charges positives qui entrent dans la cellule. C'est une dépolarisation, et donc une dépolarisation, c'est généralement une activation. Donc voilà comment les choses marche au niveau membranaire quand il s'agit d'un récepteur à ce domaine transmembranaire. Alors il reste à dire que ici, donc je fasse ce troisième cas, puis je prends mon stylo, il reste à dire que, étant donné que la protéine G, il est trimérique, et on sait que c'est l'unité alpha qui va agir. Donc au lieu d'écrire la protéine G, on va dire que c'est alpha S quand il est stimulatrice, ou alpha I quand il est inhibitrice, ou lorsque, par exemple, ici, dans le cas de la dinécyclase, dans le cas de la phospholipase C, c'est-à-dire, vous aurez alpha 0. Alpha 0 qui va toujours atteindre toujours une activation, comme on a dit. Puis vous avez plusieurs types de alpha, vous avez alpha T, vous avez alpha Z, donc ça dépend ici, ici c'est la transducine, donc ça dépend des protéines alpha, puisque c'est alpha qui agit, on va noter simplement alpha S ou alpha I ou alpha 0, alpha T ou alpha Z. Alors si je reviens à mon schéma de tout à l'heure, à ma diapositive, donc on voit que les canaux activés par des nucléotides, c'est un canal sodium-calcium. Alors le canal sodium-calcium est un canal qui laisse passer les ions sodium et calcium à travers un canal. Donc les canaux vont s'ouvrir, ce sont des canaux perméables au sodium et au calcium qui entrent normalement lorsqu'une substance se fixe au niveau du canal. C'est le GMP cyclique. Alors, au niveau de la rétine, ça se passe au niveau de la rétine, au niveau des cellules rétiniennes. Vous avez l'agoniste, c'est le photon, c'est l'agoniste, c'est le ligand qui va agir sur le récepteur à cet domaine transmembranaire. L'effecteur ici,
de ce récepteur, ce sont des enzymes des phosphodiesterase. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font dégradent le GMP cyclique pour donner le GMP. Alors, lorsque le GMP cyclique se transforme en GMP, le canal se ferme. Vous voyez que c'est le GMP cyclique qui ouvre le canal. Mais lorsque le GMP cyclique est dégradé, le canal est fermé et au lieu d'avoir une dépolarisation, on va avoir une hyperpolarisation. Hyperpolarisation parce que le GMP cyclique n'est plus là, il est dégradé. Il est dégradé par quoi? Par les phosphodiestérases. Ils sont activés par une GT, une protéine GT, c'est-à-dire alpha-T. Donc gamma, bêta, alpha, bêta, gamma. Et donc alpha-T va avoir un effet activateur sur les enzymes qui vont dégrader le GMP cyclique. Et le GMP cyclique va donc être détruit et le canal se ferme. Alors vous voyez ici que c'est un canal mixte par où transite le calcium et le sodium qui normalement va donner une augmentation des charges positives, mais comme le canal est fermé, on aura le contraire, une hyperpolarisation. Alors ça, c'est un peu ce que je veux vous annoncer ici, il est un peu particulier parce que les seules cellules, la plupart des cellules de l'organisme, lorsque des charges positives entrent dans la cellule, ça provoque une dépolarisation. Alors la dépolarisation, c'est normalement l'augmentation de l'activité et l'hyperpolarisation, c'est une diminution d'activité. Ici, les seules cellules de l'organisme qui marchent avec une hyperpolarisation, c'est-à-dire au lieu que le potentiel va vers le haut, si vous avez un potentiel de repos de moins 90 millivolts, au lieu que le potentiel va vers le haut, il va vers le bas. Ça, c'est l'hyperpolarisation. Et ça, c'est la dépolarisation. Alors, les seules cellules qui fonctionnent avec hyperpolarisation, ce sont les cellules de la rétine. Les seules. Lorsque les cellules rétiniennes sont hyperpolarisées, elles sont activées. Elles sont activées par la lumière. Alors, c'est comme ça que ça marche, la lumière. Vous voyez ici, vous avez un phénomène lumineux. Il est traduit au niveau de la membrane pour donner une diminution d'activité de la cellule. Donc c'est comme ça que la cellule traduit le message. Vous avez un photon qui agit sur le récepteur et c'est grâce à la présence d'un certain nombre de protéines dans la membrane que le message est traduit. Il peut être traduit soit par une activation, soit par une inhibition. Donc le photon n'entre jamais dans la cellule. Comment la cellule sait qu'il s'agit d'un photon? Grâce aux protéines membranaires. D'où l'importance de la membrane dans le fonctionnement cellulaire et dans notre vie. C'est la membrane qui fait tout au niveau de la cellule. Enfin, elle fait tout. Non, puisqu'il y a la génétique aussi qu'il ne faut pas oublier. Mais vous voyez qu'un message qui est lumineux au départ, c'est le photon, est traduit par une cellule par une diminution d'activité, ou pas une diminution d'activité, puisque ici l'hyperpolarisation provoque une activité des cellules rétiniennes. Voilà, donc c'est un exemple de canal ionique ouvert par le GMP cyclique, donc chimiodépendant. Alors, au niveau de l'odorat, donc on a vu la vision. Pour l'odorat, donc maintenant ça va aller très vite. Vous voyez que la molécule odorante, dans un parfum par exemple, une odeur, comment il est traduite par la cellule? Comment la cellule sait qu'il s'agit d'une odeur? Il le sait grâce au récepteur à 7 domaines transmembranaires. Alors ce récepteur à 7 domaines transmembranaires est lié à une protéine G. On va l'appeler alpha-olf ou bien G-olf. Olf, ça veut dire olfactif. Olfactif, ça veut dire lié à l'odorat. Alors cette protéine G-olf va activer, alors là on retrouve notre adénylate cyclase, qui va transformer l'ATP pour donner l'AMP cyclique. Et l'AMP cyclique va se fixer sur le canal ionique, il va le phosphoryler, puisque c'est un canal, c'est une protéine. Il va le phosphoryler, et ce canal, il est spécifique. Il fait entrer le sodium, donc vous aurez une dépolarisation à l'entrée de sodium dans la cellule, vous aurez une dépolarisation à partir d'un potentiel négatif, par exemple moins 90, suivi d'une sortie de potassium. Donc la sortie de potassium fait que
l'entrée de sodium ici, la sortie de potassium fait que le potentiel diminue. Donc ça, c'est une augmentation de l'activité de la cellule. Alors, vous voyez ici qu'une molécule odorante agit sur un récepteur à 7 domaines transmembranaires et ce récepteur va agir sur un canal ionique grâce à une protéine G-OLF qui active une adénycyclase, donc il va augmenter l'AMP cyclique. Donc une stimulation des cellules odorantes au niveau du nez se traduit par une augmentation de l'AMP cyclique, donc une augmentation d'activité. Alors c'est comme ça que la cellule traduit le message odorant. Donc ici, il s'agit d'un canal ionique chimiodépendant activé par l'AMP cyclique. Voilà, donc ça va aller beaucoup plus vite que tout à l'heure. Maintenant, on a vu des canaux voltage dépendants, notamment les canaux calciques, les canaux sodium, les canaux chlore, les canaux potassium et les canaux mixtes chimiodépendants aussi. Mais il existe des protéines qui sont à la fois voltage dépendantes et chimiodépendantes. Notamment le récepteur NMDA. C'est quoi le NMDA? C'est le N-méthyl-D-aspartate. C'est une substance de synthèse fabriquée pharmacologiquement. Donc le N-méthyl-D-aspartate se fixe sur une protéine membranaire. Alors le N-méthyl-D-aspartate n'est pas fabriqué dans l'organisme, c'est une substance de synthèse, mais il se fixe sur le récepteur. Donc c'est comme le récepteur nicotinique. Le récepteur nicotinique fixe la nicotine, mais la nicotine n'est pas synthétisée par notre corps, elle vient de l'extérieur. La même chose, le N-méthyl-D-aspartate, c'est une substance de synthèse pharmacologique, mais ce récepteur, il a un ligand physiologique fabriqué dans les neurones, c'est le glutamate. C'est un neurotransmetteur. Un neurotransmetteur. Alors, un neurotransmetteur est fabriqué par des neurones. C'est un acide aminé qui joue le rôle de neurotransmetteur, donc libéré par des synapses glutaminergiques. L'adrénaline est libérée par des fibres adrénergiques. L'acétylcholine est libérée par des neurones cholinergiques et le glutamate est libéré par des neurones glutaminergiques. C'est un neurotransmetteur, celui-là, il est fabriqué dans notre corps, dans nos neurones, et se fixe au niveau d'un canal, au niveau d'une protéine. Donc je n'ai pas la peine que je vous donne sa structure. Simplement, sachez que le glutamate ouvre le canal perméable aux ions calcium. Donc il s'agit là, on a vu le canal calcium voltage dépendant. Et on a vu qu'il y a 9 ou 10 canaux voltage dépendants. Mais ici, c'est différent. C'est le glutamate qui ouvre le canal. Ce n'est pas le voltage. Mais cette protéine, il est aussi voltage dépendante. C'est ça la différence. C'est que ce canal, il est à la fois voltage dépendant et chimiodépendant ouvert par le glutamate. C'est le seul canal qui existe et qui peut être ouvert soit par le voltage, donc à partir d'un certain seuil de potentiel, le canal est ouvert, et puis il est fermé à partir d'une certaine valeur de potentiel. Mais cette protéine est aussi sensible à une substance chimique, c'est le glutamate. Donc il est à la fois voltage dépendant et à la fois chimiodépendant. Et vous voyez que le calcium entre par gradient électrochimique. Lorsque le canal est ouvert, bon, il échange avec un peu de magnésium. Le magnésium ne joue pas un rôle très important au niveau membranaire, mais bon, il a été démontré que le magnésium sort par ce canal. Alors vous voyez donc que le calcium est essentiel, il se trouve à très forte concentration à l'extérieur par rapport à l'intérieur, et que comme les charges positives
sont attirés par des charges négatives intracellulaires, le gradient électrochimique est dirigé vers l'intérieur. Et dès que le canal est ouvert, le calcium entre dans la cellule et dépolarise. Donc, dépolarisation, ça veut dire que le glutamate provoque une augmentation de l'activité de la cellule. C'est une substance, ici, elle est activatrice. Il stimule la cellule. Alors c'est comme ça que le glutamate stimule. Donc le site de fixation de glutamate, c'est le récepteur NMDA, ou le récepteur au glutamate, comme on veut. Alors, donc on a fini avec les récepteurs ou les protéines ou les canaux chimiodépendants. On a vu les canaux voltage dépendants, on a vu les canaux chimiodépendants, mais il y a aussi des canaux mécanodépendants, mécanosensibles. Ça veut dire sensible à l'attraction mécanique. Lorsque vous exercez une force mécanique T sur un canal, il s'ouvre et les cations vont entrer, ce qui dépolarise la cellule. Alors bon, on a dit qu'il y a des protéines intracellulaires qui tirent sur le canal pour l'ouvrir, pour le mécanisme. Mais bon, ça c'est une théorie qui dit qu'il y a des filaments à l'intérieur qui sont associés à la protéine et qui soit ils sont lâchés, donc ils sont fermés lorsqu'il n'y a pas de tension mécanique, ou bien lorsqu'il y a une tension, une force mécanique, ces canaux s'ouvrent. Alors ces canaux, on les appelle des canaux ioniques qui s'ouvrent par une force mécanique, mécanotranscensible. Alors on voit ici qu'une force mécanique est traduite dans la cellule par un phénomène électrique. Donc une force est traduite par l'entrée de charge. Si les charges sont positives, et donc on aura une dépolarisation, et donc la cellule traduit, là aussi c'est une traduction, d'une langue à une autre, donc on peut traduire de l'arabe au français ou de l'arabe en anglais. La cellule traduit le signal qui est mécanique ici, et qui devient électrique dans la cellule, puisque le canal ouvre, donc les canaux traduisent les messages qui sont soit mécaniques, soit chimiques, soit potentiels, soit électriques. Donc, ces récepteurs, alors les MSCS, sont insérés dans la bicouche de lipides de la membrane et ils peuvent être soit ouverts, soit fermés, ouverts par une force mécanique. Et l'influx des cations de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule provoque une dépolarisation. Voilà donc là l'exemple de canaux activés par un stimulus mécanique. Alors là vous avez ce que je viens de dire, simplement sachez que ça c'est très développé dans le toucher, dans l'ouïe, donc vous entendez le son, la sensibilité à la douleur. Ces canaux mécanosensibles sont très importants dans le toucher, l'ouïe, la sensibilité. Ça, vous allez le faire quand vous allez faire, par exemple, les cours en S6. Vous allez parler du toucher, des organes des sens. Vous avez un cours sur les organes des sens et vous allez voir comment ça marche. Voilà, là aussi, donc ce que je viens de dire, que la cellule traduit, la cellule et dépolarise la membrane neuronale. Donc, il explique. Alors, quel est le rôle? Donc, si je fais un petit résumé, les canaux ioniques donc, interviennent dans la sensibilité, dans les canaux ioniques interviennent lorsqu'on stimule une cellule, soit par un voltage qui s'ouvre, se ferme, soit par une substance chimique. On a vu par exemple le récepteur nicotinique de l'acétylcholine qui sort par l'acétylcholine. Et on a vu des récepteurs GMP cycliques. On a vu des récepteurs AMP cycliques dépendants. Et puis vous avez des canaux qui s'ouvrent sous l'effet d'une force mécanique. Donc vous avez énormément de canaux qui agissent soit en état d'ouverture ou fermeture selon le ligand. Alors tous ces canaux, on va donc les intégrer dans la fonction cellulaire, et ces canaux ioniques interviennent dans la conduction nerveuse, c'est-à-dire la transmission du message électrique au niveau du cerveau. On verra ça un peu plus loin. Là aussi, il intervient dans la contraction musculaire, on aura un cours sur la contraction musculaire, et la sensibilité de certains récepteurs
donc, je viens de décrire à propos des récepteurs à 7 domaines trans, on avait vu deux types de récepteurs. Des récepteurs protéines G, on va la première protéine G, donc on a vu les récepteurs protéines G, ce sont des protéines qui utilisent la protéine G. Et on a vu un exemple de récepteur canal ionique. Alors, voir le cours ou la partie qui concerne le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. On l'a vu. Donc, c'est un récepteur qui est activé par l'acétylcholine et un canal s'ouvre. Ici, le récepteur agit par l'intermédiaire d'une protéine G. Donc, il suffit de voir la partie qui concerne le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. C'est un récepteur qui fonctionne, le canal est ouvert directement par le ligand, alors que ici, il agit par l'intermédiaire d'une protéine G. Donc, on peut avoir GS, on peut avoir GI, on peut avoir G0, on peut avoir GT. Donc, essayez de voir, si vous faites une petite recherche au niveau sur Internet, vous allez trouver les protéines G, il y en a plusieurs, et chacune est spécifique pour une cellule donnée, pour une membrane donnée. Alors, il reste à parler des connexines. Ce sont aussi des protéines membranaires. Alors, les connexines existent au niveau des cellules intestinales. Donc, ici, vous avez une cellule intestinale, vous avez ici une deuxième cellule intestinale. Vous avez le pôle apical, c'est la partie où il y a les microvillosités. Et vous avez le côté basolatéral qui est en contact avec le sang. Et vous voyez que cette cellule et celle-ci sont liées par une structure ici. Ici, la structure, c'est une connexine, c'est un connexon hexamère. Alors, comment il est, cette connexine? Il est soit fermé, soit il est ouverte. Si je prends une seule unité, une unité, c'est ça, une unité. Une unité, c'est la forme, l'extrémité amine et intracellulaire, carboxylique intracellulaire. Vous avez 4 domaines transmembranaires, donc qui vont former M1, M2, M3, M4. Donc si je refais, si je mets mes yeux ici, et je regarde, je vais avoir M2, M1, je vais avoir M3 et M4. Et vous voyez que cette unité, au niveau de la connexine, est multipliée par 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ça, c'est le canal par où transitent les substances entre la cellule 1 et cellule 2. Alors, qu'est-ce qui transite par ce canal? Vous pouvez avoir du GMP cyclique. Donc, on sait à quoi ça sert le GMP cyclique. Vous pouvez avoir de la MP cyclique. On sait à quoi ça sert la MP cyclique. Vous pouvez avoir du calcium. On sait un peu le calcium à quoi, qu'est-ce qu'il fait. Et vous pouvez avoir l'IP3. Et on sait que c'est un stimulateur de la libération de calcium à partir du reticulum endoplasmique. Puis vous avez un certain nombre de substances donc, qui transitent pas d'une cellule à une autre. Donc une cellule peut influencer une cellule à côté. Vous avez ici, donc, si j'ai 4 domaines transmembranaires, je vais les multiplier par 6. Ça va me faire 24 domaines transmembranaires. Donc vous aurez une cellule, il va mettre 24 domaines transmembranaires ici. Et une autre cellule va mettre ces 24 domaines transmembranaires ici. Donc cellule B, cellule A. Et la connexion, la connexine est formée par une partie de A et une partie de B. Et au milieu, soit le canal est fermé, soit il est ouvert. Lorsqu'il est ouvert, il va laisser passer le GMP cyclique, l'AMP cyclique, le calcium, le P3. Donc une cellule peut influencer une autre cellule. Ça, ce sont ce qu'on appelle les connexines. Les connexines, attention, la connexine, structure de la connexine, il est ici. Et celui-là, ce phénomène, donc c'est un connexon. Et ça, c'est exact. L'ensemble va former un connexon. Alors faites la différence entre une connexine, voilà la connexine, et l'ensemble ici va faire le connexon. Connexon, donc vous l'avez écrit ici, c'est un hexamère, donc qui relie une cellule à une autre. Et donc ça permet, c'est ce type de canaux par où transitent
des substances, soit les ions, soit des substances fabriquées par les cellules. Et donc, une cellule peut influencer une autre cellule. Voilà donc en ce qui concerne ces canaux. Puis vous avez encore des protéines membranaires qui laissent passer de l'eau. Alors rappelez-vous que H2O peut traverser la membrane par diffusion simple. On l'a vu ça. Et uniquement à raison de 20%. 20% d'eau traverse la membrane par diffusion simple. Ça veut dire, la diffusion simple, je vous rappelle, ça passe au niveau des phospholipides membranaires. Et le reste de l'eau va se faire par une diffusion facilitée, à raison de 80%. Donc la plus grande quantité d'eau qui va traverser la membrane pour aller dans la cellule se fait par diffusion facilitée à 80%. Et elle va se faire à travers des protéines spécifiques. Comment ils sont ces protéines? Ce sont des aquaporines. Alors, on sait maintenant lire les protéines, donc ça va aller très vite. C'est une protéine qui forme l'aquaporine. Donc ici, je prends un exemple, puisqu'il y en a plusieurs génétiquement différentes. Je prends l'exemple, c'est le dessin de l'aquaporine de type 2. Donc gène de type 2. Et vous avez la fonction aminée intracellulaire. Alors attention à ces extrémités-là. Il faut s'en rappeler parce que bon, vous pouvez avoir le jour de l'examen à dessiner ou à interpréter la structure de la protéine aquaporine. Vous avez donc un domaine transmembranaire, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 domaines transmembranaires. Fonction amine intracellulaire, fonction carboxylique intracellulaire. Et cette aquaporine présente le domaine 2 et le domaine 3. On a l'impression qu'il y a un trou ici. Et le domaine 5 et 6, on a un espace ici. Le domaine 5 et 6, donc ici c'est particulier, ici c'est particulier. Alors la protéine, comment il va faire? Voilà, lorsqu'il se trouve sous forme d'implant, donc il vaut mieux que j'efface. Il vaut mieux que je fasse ignorer. Et je vais essayer pour que vous voyez le schéma correctement. Voilà, donc les aquaporines, à quoi elles ressemblent. Donc, sur un plan, l'aquaporine est formée de 6 domaines transmembranaires, 1 à 6. Et vous voyez ici, cet espace-là, entre le 2 et le 3, et le 5 et le 6. Alors cette protéine, elle va s'enrouler sur elle-même. Elle va s'enrouler, et elle va former le schéma du bas. Et c'est là par au transit de l'eau. L'eau passe ici, à travers l'aquaporine. Vous voyez toujours les fonctions amines et carboxyliques sont intracellulaires. Alors, cette aquaporine va laisser passer l'eau de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule et par donc ce pore-là formé par la... Ici, la différence avec les autres protéines, c'est qu'il n'est pas oligomérique. Elle est simple, elle est monomérique. On va dire qu'il est monomérique, c'est-à-dire une seule protéine. Il n'est pas oligomérique, il est une seule protéine qui va s'enrouler sur elle-même. 6 domaines transmembranaires, donc différenciés des 7, on a vu beaucoup de domaines transmembranaires en ce qui concerne les autres protéines. Ici, c'est simplement donc un transit d'eau à travers ce pore. Alors, le pore formé par la protéine, une seule protéine, il n'y a pas d'autres protéines à côté, il est unique et il est distribué. Donc ce schéma-là, vous le connaissez, on l'a vu en ce qui concerne lorsqu'on a étudié le milieu intérieur. Vous avez le néphron, donc ça c'est le néphron. Le néphron, et le rein est formé par des milliers de néphrons, et vous avez ici où se fait la filtration au niveau du glomérule. C'est là où le plasma est filtré, et il va être filtré, le plasma est filtré par la membrane du glomérule, et il y aura ici de l'eau, H2O, puis des substances toxiques. Substances toxiques, donc sodium, potassium, chlore, donc en grande quantité. Lorsque le rein va éliminer, parfois ça élimine les médicaments, ça peut éliminer des substances toxiques. Donc l'eau se trouve en grande quantité ici, et vous allez voir que le rein va faire une économie d'eau. Il va y avoir une réabsorption d'H2O ici, à raison de 65%. 65% est réabsorbé
Et les substances toxiques continuent de le chemin avec un peu d'eau. Puis, il y aura 25% d'eau qui sera réabsorbée au niveau de la branche ascendante. Et vous aurez 6% de réabsorption d'eau au niveau du tubule distal. Et vous aurez 1% ou à 3% au niveau du tubule collecteur. Et ici, vous avez la sortie, une urine très concentrée, où il y a peu d'eau, faible en eau. L'eau, il est parti où? Il est réabsorbé par l'organisme. Donc le rein fait une économie d'eau, il réabsorbe l'eau grâce à la présence des aquaporines. Donc la plus grande quantité d'aquaporines se trouve ici au niveau du tubule proximal. Et la plus faible quantité d'aquaporine ici, par exemple au niveau membranaire, elle est très faible, elle est de 1 à 3%, puis vous avez la répartition. Donc ces aquaporines jouent un rôle important dans le passage d'eau. Là c'est un exemple, hein, on peut faire ça au niveau des cellules de foie, au niveau des cellules intestinales, mais au niveau du rein, comme il joue un rôle important dans la régulation, rappelez-vous, le rein c'est l'organe le plus important dans la régulation de la quantité d'eau dans l'organisme, et il ne fait pas perdre beaucoup d'eau, au contraire, il fait une économie d'eau, puisque les aquaporines permettent la réabsorption d'eau. Voilà. Donc, voilà tout ce qui concerne le transport passif. Donc, on a vu la diffusion facilitée, on a vu la diffusion simple. Maintenant, on va voir le transport actif. Donc, le schéma que je vous ai donné au début, il y a 3 types d'échanges membranaires. Il y a soit une diffusion simple, se fait à travers les lipides, soit un transport passif se fait par des protéines. Et qui sont les protéines? Donc on a vu une vingtaine, hein, les canaux sodium, les canaux calcium voltage dépendant, les différentes parties, leur pharmacologie, comment ils fonctionnent. Et on a vu aussi des canaux chimiodépendants et mécanodépendants. Puis on a vu là, finalement enfin la protéine de transport de l'eau, H2O, et puis vous avez aussi la protéine de transport de glucose. Donc tout ça, ce sont des protéines qui interviennent dans le transport passif, facilité, le transport facilité. Et à la contraire de la diffusion simple, transport passif, vous avez le transport actif. Alors le transport actif, c'est assuré par des enzymes. Il est assuré par des enzymes, donc un enzyme particulier. Alors c'est un enzyme, hein, on appelle une pompe. Simplement, il a la forme la pompe, mais bon, ce n'est pas une pompe, hein. C'est un enzyme qui permet de transporter le sodium et le potassium. Ça, vous l'avez déjà vu. Alors, il transporte, voilà la cellule, voilà le gradient électrochimique pour le sodium, voilà le gradient électrochimique pour le potassium, et vous voyez que les deux gradients sont opposés. Donc, la protéine ici va travailler contre le gradient. Il va faire sortir le sodium qui est entré passivement par les canaux ioniques, par diffusion simple. Il va le faire sortir contre le gradient. Quand un ion sort contre le gradient, il nécessite de l'ATP. Là aussi, le potassium entre contre le gradient et nécessite de l'ATP. Donc, cette protéine est formée de 2 unités alpha et bêta. Bon, on peut aussi rajouter gamma, on verra tout à l'heure. Ce sont des protéines qui assurent le transport actif de sodium, 3 ions sodium et 2 ions potassium. Il est déséquilibré. Pourquoi? Parce que la membrane est très fortement perméable au potassium et faiblement perméable au sodium. Donc, normalement, la perméabilité ne sont pas les mêmes. On verra ça quand on va étudier le potentiel d'action. On verra pourquoi le système est déséquilibré. Il y a 3, ici il y a 2. Mais il y a une explication à ça. Donc, cette protéine, bon, ici vous avez le commentaire, hein, je ne vais pas tarder là-dessus. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les 3 protéines qui forment cette enzyme. Il y a une protéine à 110 kDa, 40 kDa et 8 kDa. Alors voilà comment ça fonctionne. Fixation des ions à haute affinité, transfert des ions et réduction qui permet la libération des ions. Donc ça, vous êtes capable de le comprendre vous-même. Alors ici, c'est un schéma vulgarisé. Hein, il est vulgarisé, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait comme ça. Hein, c'est simplement un schéma. Le potassium se fixe
à l'extérieur de la cellule, ici c'est l'intérieur, et il se fixe sur l'unité alpha. Alpha étant fonction amine, fonction carboxylique qui sont intracellulaires. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 domaines transmembranaires. Donc vous voyez que les chiffres ici sont différents selon les protéines. Et vous avez le site de fixation d'ATP se trouvant entre le 4 et le 5. Alors il faut se rappeler de ça. C'est entre le 4 et le 5 où l'ATP se fixe. Donc il y a des acides aminés ici sur lesquels le magnésium ATP se fixe. Et la protéine peut à ce moment-là expulser le sodium et faire entrer le potassium dans la cellule. Alors voilà donc le sens du mouvement passif et voilà le mouvement actif assuré par... Et bêta, il a simplement un rôle régulateur. C'est l'unité la plus importante, donc comme le canal sodium, comme le canal calcium. Vous voyez que l'unité alpha est un rôle important. Alors, il consomme de l'énergie, comme j'ai dit, il a besoin d'ATP. Pourquoi? Parce qu'un gradient ne se remonte jamais. Lorsque donc vous voulez aller contre le gradient, vous devrez utiliser de l'énergie. Alors c'est ce qu'il fait la pompe. Un gradient ne se remonte jamais. On ne peut pas remonter un gradient. Il nous empêche de monter, donc il faut, pour monter, pour vaincre le gradient, il faut de l'énergie. Il faut de la force. Donc, pour faire sortir les ions contre le gradient ou les faire entrer contre le gradient, il faut de l'énergie, donc consommation d'énergie. Alors, lorsque je mets une substance qu'on appelle l'ouabaïne, je vous ai donné énormément de substances pharmacologiques qui sont très importantes. Alors, l'ouabaïne, c'est une substance qui inhibe la sodium-potassium ATPase. Donc, si vous n'avez pas d'ATP, si vous avez des substances, par exemple, qui détruisent l'ATP, par exemple quoi? Le DNP, le dinitrophénol. Le dinitrophénol supprime l'ATP, donc cette pompe va être bloquée. C'est un poison métabolique qui diminue la quantité d'ATP dans le cellule, donc vous n'aurez pas d'ATP et la pompe est bloquée. L'ouabaïne, c'est une substance pharmacologique. On peut l'utiliser pour bloquer la pompe. Mais si on met l'ouabaïne à l'intérieur, il n'a aucun effet. Il faut que l'ouabaïne soit à l'extérieur. Ça signifie que l'ouabaïne se fixe au niveau du site de potassium. Si je mets l'ouabaïne à l'intérieur de la cellule, ça ne bloque pas la pompe. Ça n'a aucun effet. L'ouabaïne est un inhibiteur de la sodium-potassium ATPase et lorsqu'il est placé à l'extérieur des cellules, à l'intérieur des cellules, il n'a aucun effet. Donc, il faut la placer à l'extérieur. C'est un inhibiteur spécifique de la sodium-potassium ATPase. Alors, l'ouabaïne, donc cet inhibiteur qui bloque la sodium-potassium ATPase, fait que lorsque on a par exemple on manque d'ATP. Alors quand est-ce qu'on manque d'ATP? On manque d'ATP lorsqu'il n'y a pas d'oxygène. Lorsqu'il n'y a pas d'oxygène, par exemple, si vous allez sous l'eau, si vous restez sous l'eau longtemps, vous n'aurez pas suffisamment d'oxygène. Donc s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y aura pas d'ATP et la pompe est bloquée. Alors, vous aurez ceci, c'est que vos cellules seront surchargées en sodium et l'extracellulaire sera chargé en potassium, ce qui est anormal. Normalement, c'est le contraire qu'on devrait avoir. On doit avoir une forte concentration de potassium à l'intérieur et à l'extérieur une forte concentration. Alors, si ceci arrive, quand est-ce que ça arrive? Lorsqu'il n'y a pas d'ATP, lorsqu'il n'y a pas d'oxygène. Si vous êtes sous l'eau, il n'y a pas d'oxygène, il n'y aura pas d'ATP. Et lorsqu'il n'y aura pas d'ATP, la pompe ne fonctionnera pas. Et la pompe ne fonctionne pas, la cellule va être remplie avec du sodium, potassium. Donc à ce moment-là, la cellule s'arrête de fonctionner. C'est la mort dans quelques minutes. Donc si vous restez sous l'eau pendant longtemps, vous aurez ceci. Donc on va dire que l'enzyme sodium-potassium est ubiquitaire. Ubiquitaire, ça veut dire qu'il existe au niveau de toutes les cellules vivantes. Dans la membrane des cellules vivantes, on trouve la sodium-potassium. Il y a
la sodium-potassium ATPase existe au niveau de toutes les cellules, il est ubiquitaire, il est nécessaire à la survie de la cellule. C'est elle qui maintient une concentration forte de sodium à l'extérieur et une faible concentration de potassium à l'extérieur, ou une forte concentration de potassium à l'intérieur. Donc, c'est un système ubiquitaire nécessaire à la survie de la cellule. Donc, lorsque une personne est empoisonnée, alors c'est quoi? Elle est empoisonnée par exemple par le DNP. Lorsqu'il y a un manque d'oxygène, lorsqu'il n'y a pas d'ATP, cette pompe s'arrête, c'est la mort cellulaire. C'est un système ubiquitaire nécessaire à la survie de la personne. Donc toutes les cellules ont une sodium-potassium ATPase. Voilà. Une deuxième pompe, si on veut dire que c'est une pompe, bon, c'est une pompe, c'est un enzyme, hein, il vaut mieux retenir, c'est un enzyme, c'est une ATPase qui fonctionne avec l'ATPase et qui assure le transport du calcium. Alors ici, on va essayer de voir un peu comment ça marche, cette enzyme. Alors un peu, on va voir ça au niveau du muscle, mais bon, si je prends une cellule, voilà la membrane, vous avez les canaux calciques. Donc les canaux calciques, lorsqu'ils entrent, lorsqu'ils s'ouvrent, ils vont stimuler le réticulum endoplasmique lorsqu'il s'agit de cellules du muscle lisse ou un ovocyte, ou bien le réticulum sarcoplasmique lorsqu'il s'agit du muscle strié. Alors ce calcium, normalement, on le verra quand on va étudier le muscle, va stimuler par un mécanisme qu'on verra après. Et le réticulum va libérer une grande quantité de calcium dans le cytoplasme. Donc c'est une augmentation de l'activité. Lorsque le calcium augmente, c'est une augmentation de l'activité. La plupart des cellules fonctionnent comme ça. Le calcium entre, stimule la membrane et la libération, elle est passive. Alors si je regarde les concentrations du calcium, le calcium extracellulaire étant de 1 millimolaire, le calcium intracellulaire étant de 10-5 mol à 10-6, il y a un gradient de 100 000. Il y a 100 000 fois le gradient, il y a 100 000 fois du calcium ici par rapport à ici, donc il est très concentré à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de calcium ici, voilà, il y a beaucoup de calcium ici. La concentration, on ne peut pas déterminer cette concentration, mais on sait qu'il n'y a que du calcium dans le réticulum. C'est un réservoir des ions calcium, très fort. Et ici, il y a quelques ions calcium, donc concentration faible. La différence de concentration donc, fait que ici, vous avez une faible concentration. C'est comme ça que la cellule, le calcium est réparti. Forte concentration à l'extérieur, forte concentration intraréticulaire à l'intérieur du réticulum et faible concentration dans le cytoplasme. Alors, lorsque donc le calcium entre, il va provoquer une activité. Mais il faut que cette activité s'arrête. Donc on va prendre une autre couleur. Il faut que le calcium ici libéré tout à l'heure, il faut qu'il rentre si on veut l'activité s'arrête. Et ici, vous voyez qu'il travaille contre le gradient. Il faut qu'il entre contre le gradient. Donc il faut une ATPase calcium qui va, et donc il nécessite un peu du magnésium. Hein. C'est une ATPase qui laisse passer les ions calcium du cytoplasme vers le réticulum endoplasmique. Et il faut aussi une ATPase pour arrêter l'activité. Il faut une ATPase ici, donc on va fermer comme ça puisque c'est une pompe, qui va travailler contre le gradient, donc une ATPase. On va dire qu'on a une ATPase au niveau de la membrane de surface et on a une ATPase au niveau de la membrane réticulaire. Donc deux types d'enzymes qui se trouvent au niveau du réticulum sarcoplasmique et au niveau de la membrane de surface. Donc maintenant je peux revenir à mon schéma. Et vous voyez ici effectivement que le calcium est très concentré à l'extérieur et dans le réticulum.
et il est très faiblement concentré dans la cellule. Le gradient, on a dit. Donc, la pompe calcique va travailler contre le gradient, ici, et faire entrer le calcium dans le réticulum va se faire contre le gradient. On verra quand on va étudier par exemple la contraction musculaire ou bien la sécrétion de l'insuline, comment ce calcium entre au sort par la pompe. Mais c'est un phénomène actif. On va dire que l'entrée du calcium dans la cellule est un phénomène passif, la sortie du calcium est un phénomène passif, mais la sortie du calcium de la cellule est un phénomène actif et l'entrée du calcium dans le réticulum est un phénomène actif. Donc, il est assuré par des pompes, des ATPase. Comment il est cette pompe? Donc c'est facile, on sait maintenant lire ce que c'est qu'une pompe, une protéine membranaire. Donc on voit tout de suite que c'est cytoplasmique. Par exemple, si je parle du réticulum, l'extrémité amine et carboxylique sont cytoplasmiques, 10 domaines transmembranaires. Vous voyez, c'est différent de la sodium-potassium qui en possède que 8. Ici, c'est 10. Et on a des sites au niveau des boucles, que je vous ai dit la dernière fois, les boucles internes et les boucles externes. Ces boucles contiennent un domaine d'activateur, un domaine de fixation du nucléotide et un domaine de phosphorylation. Donc cette protéine assure le transport du calcium contre le gradient. Il nécessite de l'énergie, donc il a besoin d'ATP. Voilà, donc tout ce que je viens de dire, c'est écrit ici. Donc vous aurez de quoi, donc il suffit de lire ça. Donc le réticulum sarcoplasmique pour les cellules musculaires de l'ATPase, calcium, une faible quantité. Donc ça c'est stimule, une faible quantité de calcium stimule alors qu'une forte concentration inhibe. C'est l'exemple de l'inhibition par excès de substrat que vous allez étudier en enzymologie. Alors d'autres protéines nécessitent aussi de l'ATP, notamment une protéine un peu spéciale, on va l'appeler le transporteur ABC. Ce sont des transporteurs qui nécessitent de l'ATP, donc ils vont travailler pour assurer un phénomène inverse au phénomène passif. Je vais prendre deux exemples pour les transporteurs ABC. On va prendre le MDR. Le MDR, c'est le multidrogue résistance. On verra ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi? C'est une protéine qui se trouve dans les cellules, dans la membrane des cellules. Essentiellement les cellules du foie, du rein et des cellules intestinales. Donc foie, rein et les cellules intestinales. Alors ce récepteur, normalement, il fait sortir les xénobiotiques. Alors c'est quoi les xénobiotiques? Les xénobiotiques, ce sont des substances utilisées en agriculture pour tuer les insectes. Ce sont des substances chimiques nocives pour notre santé. Donc nocives, s'ils entrent dans les cellules, ils sont automatiquement expulsés par ce récepteur. Donc, ce récepteur permet de nous protéger contre les substances chimiques, les xénobiotiques, qui entrent dans les cellules. Donc, il les expulse vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Cette protéine, donc 12 domaines transmembranaires, fonction amine-carboxylique intracellulaire, et vous aurez deux domaines de fixation d'ATP. Voilà les deux domaines de fixation d'ATP. Donc, il va travailler. Les xénobiotiques se trouvent à très forte concentration ici, c'est une extracellulaire, et il y a peu de xénobiotiques parce que la cellule ne fabrique pas les xénobiotiques. Donc, si un xénobiotique entre, il va être automatiquement expulsé contre le gradient. Donc, il nécessite de l'énergie, il nécessite de l'ATP, d'eau. Donc, au transporteur ATP benzyle K7. ATP benzyle K7, ce sont des récepteurs, ce sont des protéines qui travaillent contre le gradient, essentiellement les multidrogues résistance, les MDR. Ces MDR donc nous protègent contre les substances toxiques. Mais ça a aussi un rôle un peu spécial. L'existence de ce récepteur va nous donner un fil à retordre. Ça veut dire que lorsqu'on, par exemple, une personne veut utiliser des substances chimiothérapiques. Alors, substances
chimiothérapie, de la thérapie, c'est-à-dire des substances utilisées pour guérir le cancer. Alors ces substances, ce sont des substances toxiques, néfastes pour l'organisme. Ils entrent dans les cellules cancéreuses et ils vont détruire. Mais parfois, ces substances cancéreuses, comme ils sont des substances fabriquées à l'extérieur, ce sont des substances très toxiques. Lorsqu'ils rentrent dans la cellule, ils sont automatiquement expulsés par ce récepteur. Donc, ils ne vont pas agir sur la cellule. Ces médicaments qu'on normalement on utilise pour qu'ils entrent dans la cellule et pour guérir, pour détruire la cellule, ils sont automatiquement expulsés vers l'extérieur. Et les personnes qui ont énormément de ce récepteur exprimé au niveau de leur foie, de leur rein et au niveau de l'intestin, ils sont expulsés, ces substances, ces médicaments sont expulsés, ils n'auront aucun effet. Donc, ces récepteurs interviennent dans la résistance à la chimiothérapie. C'est une résistance thérapeutique. Il y a des gens qui vont leur donner une substance thérapeutique et la substance n'aura aucun effet. Pourquoi? La substance chimiothérapeutique n'a pas d'effet. C'est parce qu'il est expulsé par le récepteur oxynobiotique, le récepteur MDR. Donc, multidrogue résistance. Il résiste à plus. La drogue, c'est une substance pharmacologique. Donc, il résiste à de nombreuses substances pharmacologiques et la substance est expulsée vers l'extérieur. Alors, voilà donc tout ce que je viens de dire. C'est écrit ici, c'est donc au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau des intestins. Donc, il suffit de lire et vous allez comprendre mieux. La deuxième protéine qui nécessite de l'ATP, c'est le CFTR, cystis, fibrosis transmembrane conductance régulatoire. Alors, c'est un canal, en fait, c'est un récepteur spécifique dans le transport des ions chlore. Bon, je vais décrire, ensuite je vais vous expliquer où on trouve ce récepteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 domaines transmembranaires. La fonction amine, carboxylique, elle est intracellulaire. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc le 6 et le 7 qui vont former le canal par où transite le chlore. Le chlore est très concentré à l'extérieur. Donc, vous aurez le gradient électrochimique. Si vous voulez faire sortir du chlore contre le gradient, vous êtes obligé d'utiliser l'ATP. Donc, cette protéine est obligée d'utiliser l'ATP s'il veut faire sortir le chlore contre le gradient. Où on trouve ce canochlore? Alors, bon, vous avez le tube digestif, vous avez les poumons, vous avez des cellules ici. Au niveau du tube de l'œsophage, vous avez donc au niveau de l'œsophage ici, au niveau des bronches, vous avez des cellules. Des cellules, au niveau des voies respiratoires, donc je vais représenter ces cellules comme ça. Ce sont des cellules qui sont juxtaposées l'une à côté, donc qui vont faire les bronches, par exemple, les voies respiratoires. Et dans ces cellules, normalement, dans l'état normal, le chlore sort. Et le chlore, il sort sous l'effet de l'ATP, contre le gradient. Le chlore sort contre le gradient du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Lorsque le chlore sort, il emmène avec lui de l'eau. Pourquoi? Pour maintenir la pression osmotique constante. L'eau peut sortir facilement de ces cellules. Donc l'eau sort des cellules qui tapissent les bronches des voies respiratoires. Alors la présence de beaucoup d'eau ici est très importante parce qu'il permet d'hydrater
hydrater le mucus. Le mucus, c'est quoi? C'est bon, vous savez ce que c'est. Donc il suffit de cracher. Quand vous crachez le mucus. C'est ça, c'est un liquide épais, donc gélatineux épais. Parfois il est un peu jaune. C'est ça le mucus. Parfois votre mucus il est plus ou moins épais ou liquide. Lorsqu'il est liquide, ben, l'oxygène peut passer facilement. Et la respiration, le CO2 peut sortir facilement s'il est liquide. Mais cette protéine peut subir une mutation et s'arrête de fonctionner. Le chlore ne sort plus. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un acide aminé ici qu'on appelle la phénylalanine. Donc la phényl, vous la connaissez, c'est un acide aminé. Vous avez vu. Cet acide aminé est absent. Au niveau de la chaîne de la protéine, l'acide aminé est absent, n'existe pas. La protéine a subi une mutation génétique. Donc, s'il n'y a pas d'acide aminé, l'eau ne peut pas sortir ici. Le chlore ne sort pas, puisque le canal ne travaille pas, il ne marche pas, puisqu'il manque un seul acide aminé. Lorsqu'il manque un seul acide aminé, il n'y a pas de sortie de chlore, donc pas d'eau. Et le mucus ici va rester épais. Il va rester épais, on va avoir un encombrement. Un encombrement des voies respiratoires qui peut conduire à l'asphyxie, à la mort. Ça existe chez les bébés. Ils ont des problèmes pour respirer. Pourquoi? Parce qu'ils ont une maladie génétique qu'on appelle la mucoviscidose. Alors, la mucoviscidose, c'est une maladie génétique autosomique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mâle et la femelle doivent avoir le même gène pour qu'il s'y manifeste chez l'enfant. Alors donc le canal va être perturbé, il ne va pas fonctionner et ça va entraîner la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie génétique donc qui tue essentiellement les bébés. C'est une génétique, elle est létale. Si vous transmettez un gène avec une personne qui transmet son gène, vous aurez un enfant qui va avoir des problèmes de respiration. Alors, ce type de maladie génétique, il est dû à la mutation, l'absence en position 508. Voilà la protéine, donc vous avez, et à un moment donné 508, donc 1, 2, 3 et 1, jusqu'à 508, cet acide aminé n'existe pas, c'est la phénylalanine. Et quand ça n'existe pas, le canal chlore ne fonctionne pas, et l'eau ne sort pas à l'extérieur, et donc vous aurez ce qu'on appelle un encombrement du mucus des voies respiratoires. Donc lorsque cette phénylalanine est manquante, ça entraîne une maladie qu'on appelle la mucoviscidose. Donc il attaque essentiellement les Européens. Alors chez les Africains et chez les Asiatiques, il est très rare. Donc, on appelle cystis fibrosis transmembrane conductance régulator. C'est ce canal chlore qui est muté. Donc vous voyez l'importance de la génétique et l'importance des canaux ioniques. Donc l'importance des canaux ioniques est très très primordiale. C'est lui qui fait fonctionner les cellules. Et vous voyez que les travaux de recherche actuels se font essentiellement dans ce sens. Si vous voulez déterminer la nature d'une maladie, il faut parfois aller jusqu'au gène. Et là, simplement un seul acide aminé est manquant, et vous avez une mutation, et ça peut tuer une personne parce qu'il est porteur du gène. Ici, c'est un exemple très important. On appelle cette maladie la mucoviscidose. Voilà. Voilà donc un deuxième type, et on va certainement finir avec le transport qui utilise le gradient sodium. Alors ce transport il est un peu spécial. Alors c'est un transport qui n'utilise pas de l'énergie, mais bon, ici on ne va pas utiliser, il va utiliser la différence de concentration de sodium, notamment si je prends les cellules intestinales.
donc intestinale épithéliale cell. Ce sont des cellules qui tapissent l'épithélium de l'intestin. Les cellules intestinales sont juxtaposées. Vous voyez ici, il y a des gaps de jonction ici entre les cellules, des gaps qu'on a vu où il y a des connexines. Et vous avez toujours, dans le cas des cellules intestinales, c'est des cellules à côté d'une autre, à côté d'une autre. Et vous avez un pôle apical et un pôle basolatéral. Et ici, vous avez le sang, blood, le sang. Donc, les substances nutritives arrivent par ici, ils sont absorbés, ils entrent, donc ils doivent traverser la membrane, ils vont aller dans les cellules intestinales. Ensuite, des cellules intestinales, ils vont aller dans le sang. C'est comme ça que ça se fait la nutrition. Alors, si je vois le glucose, comment il est transporté au niveau apical, au niveau des microvillosités. Au niveau apical, le glucose est transporté grâce à la différence de concentration de sodium. Ça veut dire que le sodium se trouve ici à 140 millimolaires. Le sodium ici se trouve à une concentration de 12 millimolaires. Sodium plus, la cellule chargée négativement, le gradient électrique est dirigé vers l'intérieur, le gradient chimique vers l'intérieur, donc le sodium a un gradient entrant. Gradient entrant. Gradient électrochimique. L'entrée de sodium ici va ramener le glucose avec lui. Donc il existe une protéine un peu spéciale qui n'a rien à voir avec les canaux sodium, qui n'a rien à voir avec les canaux ou les récepteurs de glucose. Alors c'est une protéine, il travaille comme ça, c'est une protéine qui n'utilise pas le voltage, mais il va utiliser le sodium, il va profiter de l'entrée de sodium sous l'effet du gradient pour faire entrer le glucose. Donc si je remarque ici, je remarque que le glucose utilise ce gradient de sodium pour entrer. Cette protéine, on va l'appeler S-glutéin. Alors, S-glutéin. Donc, le récepteur, on a vu le glutéin, on a vu la structure du récepteur, mais en plus, c'est un sympore. Pourquoi c'est un sympore? Parce qu'il ramène avec lui deux ions, non pas deux ions, mais deux substances dans le même sens. Sympore. C'est un pore par où transite à la fois le sodium et le glucose. C'est une protéine qu'on appelle le S-glutéin. Donc, au niveau apical, le glucose est transporté par un transporteur qui utilise le gradient de sodium. En absence de sodium, il n'y a pas d'entrée de glucose dans la cellule. Pas de glucose entrant, puisque la protéine ne peut pas fonctionner. Il lui faut à la fois le sodium pour faire entrer le glucose. Donc, l'entrée se fait par le gradient de sodium. Et ici, au niveau basolatéral, on a un autre type de récepteur. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de récepteurs de glucose. Il y en a 12 récepteurs de glucose. Ici, il va se faire par un récepteur, par une protéine glucose qui n'utilise ni l'ATP, qui n'utilise rien du tout, simplement parce que vous avez une très forte concentration de glucose ici. Il y a faible concentration de glucose, 1 g par litre, dans l'état normal, si vous n'êtes pas diabétique. Donc, le glucose entre par GLUT2 au niveau basolatéral pour aller dans le sang. Alors qu'au niveau apical, il entre grâce au gradient de sodium. Donc, c'est un deuxième type de transport qu'on n'a pas vu pour l'instant. Une substance peut utiliser le gradient d'un ion pour entrer dans la cellule. C'est le cas ici de la cellule intestinale. Donc, je vais éliminer et je vais donc essayer de revenir à mon schéma pour qu'on voit clairement de quoi il s'agit. Donc ici, vous avez le transport, voilà. Au niveau apical, au niveau des microvillosités, le glucose entre par la protéine S-glut. Et ici, au niveau basolatéral, pour aller dans les capillaires, le sodium entre, le glucose entre simplement par le récepteur, donc une diffusion facilitée.
Ça, c'est une diffusion facilitée. Ça, c'est une diffusion facilitée, mais qui utilise le sodium comme énergie. Ici, il n'a pas besoin de sodium, il entre simplement par différence de concentration. Alors, pourquoi je vous fais ça? Je vous fais ça pour que vous sachiez qu'il peut y avoir deux types. Ici, le glucose est transporté. Ici, le glucose est transporté. Donc, au niveau membranaire, les cellules intestinales ont deux mécanismes différents de transport de glucose. Deux mécanismes différents de transport de glucose. Le glucose est transporté grâce au gradient de sodium au niveau apical et par S-GLUT1. Et pour S-GLUT2, c'est simplement un transport passif par une autre protéine qui est différente de celle-ci. Donc il s'agit là de deux mécanismes de transport de glucose au niveau d'une même cellule. Voilà. Et donc le glucose peut entrer dans les capillaires. Alors tout ce que je viens de dire, vous l'avez ici, donc je ne vais pas trop tarder. Je vais simplement vous dire que ici, donc ça, ce schéma-là, il y a plusieurs types de récepteurs de glucose, donc on a déjà vu ce schéma. Vous avez forte concentration, faible concentration de glucose. Le glucose, c'est lui qui va provoquer l'ATP. L'ATP, il est nécessaire à la survie pour la contraction, pour la sécrétion et pour les transports transmembranaires. Sans ATP, la vie ne peut pas exister, les cellules animales. Sans le glucose, on n'aura pas d'ATP. Le glucose, il vient d'où? Il provient des plantes. On le prend, on le vole aux plantes. Glucose, à partir de la betterave à sucre, à partir des fruits. Donc on peut prendre le glucose et il se trouve à très forte concentration à l'extérieur. Il entre par les récepteurs GLUT du niveau intestinal S-GLUT1. Et le glucose va entrer dans le cycle de Krebs pour former de l'ATP. Et l'ATP, il est nécessaire à la cellule. Sans ATP, il n'y a pas de survie, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Donc, les plantes et les cellules animales sont reliées essentiellement par l'oxygène. Il y a aussi l'oxygène, bien sûr. L'oxygène, il est produit par les plantes. Donc, vous voyez l'intérêt de préserver la nature. Préserver la nature, c'est préserver la vie. Alors là aussi, bon, ce sont des schémas que vous pouvez trouver sur Internet. Ça, c'est bon, c'est le transport de glucose. Là aussi, ce sont des schémas que je vous ai mis ici simplement pour comprendre qu'au niveau apical, glucose qui entre dans le sang. Ici, donc ici, c'est le schéma qui indique que S-GLUT1 et l'ATPase, elle est toujours là. La sodium-potassium ATPase est toujours dans. C'est un système ubiquitaire qui existe pour maintenir la différence de concentration sodium et de potassium. Donc ça, ce sont des... J'ai déjà expliqué ça. Et je vous en remercie. Je vais essayer de vous envoyer ce cours et je vous souhaite une bonne chance. Non, donc c'est pas ça.
سلامات. راه عييت ما نورك على هذا باش نسجل، ما بقيتش نقرب ليه. نشوف تيخرج لي هادشي. علاش غتوري خرج من كوتي بوغ هنا؟